Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Kevin Dernel et François Strickers, cofondateurs de Visual Scaling. On a lancé cette série parce qu'on est convaincu d'une chose. L'éducation et la formation sont aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est le plus important dans la société comme dans les entreprises. Le Skillcast, c'est notre façon d'ouvrir des discussions franches avec celles et ceux qui innovent, expérimentent, doutent parfois, mais avant tout, font l'éducation et la formation de demain. À chaque épisode, on donne la parole à des invités qui partagent leur point de vue, leurs méthodes, leur retour d'expérience. On y parle pédagogie, edtech, éducation, hybridation, technologie, enseignement. Mais surtout, on essaye de comprendre comment on apprend aujourd'hui et comment on apprendra demain. Pas de discours théorique, pas de recettes toutes faites, juste des conversations utiles pour celles et ceux qui font du learning un levier d'impact. Bienvenue dans le Skillcast. Et bonjour à toutes et à tous, et pour ce 4e épisode du Skillcast, on a la chance de recevoir Dimitra et Jean-David, qui nous viennent de la société Alteria, donc une société qui est spécialisée dans la production de contenu en réalité virtuelle pour l'apprentissage, et ils vont sûrement beaucoup mieux vous en parler que moi. Donc Dimitra, Jean-David, bonjour. Bonjour. Donc on va commencer par un de vous deux, c'est pareil, vous choisissez. L'idée c'est de nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et de comment vous êtes entrés dans cette aventure-là. D'accord. Moi je m'appelle Dimitra, donc avec Jean-David et 2 autres personnes, on a cofondé Alteria. On l'a cofondé quand on était encore aux études. Donc moi c'est mon premier job en fait au final. Et ça fait déjà quelques années qu'on est dans l'aventure. On a monté la boîte en 2018. C'était assez funky parce que, tu vois, on a été monter la boîte, on est passé chez le notaire et en fait, 1 heure après, je retournais à l'UNIF passer un examen. Donc, Que t'as réussi ? Que j'ai réussi, ouais. Bravo. Un des rares en première 16. mais voilà, moi, je viens plutôt en background management. J'ai pas un background très technique. Et c'est comme ça on s'est alliés tous ensemble à 4 pour cofonder Alteria parce qu'on avait des backgrounds très différents, mais des attachements aux valeurs qui étaient les mêmes. Nous, on voulait à la base ramener une nouvelle manière d'apprendre. Donc, l'apprentissage et la pédagogie étaient vraiment au cœur du projet, avec des nouvelles tech pour mieux faire. Maintenant, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi ? On verra bien, mais c'était les valeurs de base du projet, quoi, qui sont encore là aujourd'hui. Donc toi, plutôt un rôle au niveau du management dès le départ dans l'entreprise, parce que c'est ce secteur-là que tu viens à l'origine, ces études-là plutôt même, on peut dire. Ouais, ces études-là, moi, la base dans la boîte, si tu veux, je faisais du business development et des finances. Et quand on s'est retrouvés à 3 sur les 4 cofondateurs, à ce moment-là, j'ai repris un rôle plus management global. C'est là que je suis passée CEO de la boîte. Mais pas du tout dans le technique, développement ou du design, quoi. Je vous rassure, le 4e n'est pas mort. Non, il n'est pas mort et on est toujours meilleurs copains avec lui et tout va très bien, oui. Oui, mais donc c'est à ce moment-là que ça fait quoi ? Ça fait déjà presque 3 ans. Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que Dimitra elle est passée CEO. Et en fait, dans la boîte, on a tous un petit peu changé de poste, on a tous évolué d'une certaine manière, on a fait des jobs différents. Donc c'est tout à fait normal, hein. Même Amaury, donc qui est le 3e cofondateur qui est toujours là, lui aussi, voilà, il a bougé de rôle, de position, mais ça c'est normal dans des startups, on va dire dans les 5 à 10 premières années, voilà, hein, tu vas bouger d'un poste à l'autre, c'est normal. Mais c'est certainement toi qui as le plus bougé de position au final. Ouais, moi j'ai fait beaucoup de jobs différents. J'ai commencé à travers mon background dans la 3D, donc j'étais 3D artiste, donc on faisait les environnements en réalité virtuelle, etc. Forcément, dans la formation, on y reviendra plus tard, mais dans la formation en réalité virtuelle, il faut forcément des environnements en réalité virtuelle et il faut des gens qui le font derrière, qui les imaginent, qui font tout ça. Et donc au début, je faisais ça, puis après on a recruté du monde qui s'en occupe aujourd'hui très très bien. Big up à Hugo. Et puis après ça, j'ai fait du design, de user interface, de l'expérience utilisateur aussi. Puis maintenant, j'avance avec l'entreprise au niveau des activités marketing. Donc voilà, on a vraiment tous des rôles qui ont énormément changé. Et c'est quoi la particularité d'Alteria par rapport aux autres acteurs VR qui sont... Vous êtes actifs que dans de la formation, si je ne m'abuse. On a pas mal de sociétés VR qui font de la VR formation hors formation. Donc, est-ce que vous pourriez un peu plus insister, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez vous, sur en fait, ce que vous vouliez faire pédagogiquement en allant vers la VR, et d'une part, pourquoi, en se disant on veut faire quelque chose de pédagogique, aller vers la VR,
Et c'est quoi aujourd'hui la proposition de valeur, l'élément différenciant chez Alteria? Tu te lances? Ok. Donc, en fait, ce qui a été très important à la base chez Alteria, c'est qu'on ne voulait pas être une boîte de VR. On veut être une boîte qui ramène des nouvelles tech au service de la pédagogie. C'est pour ça que ça s'appelle Alteria et pas Alter XR. C'était important qu'on ne mette pas la tech dans notre nom, parce que le but d'Alteria, c'est pas d'émerger et puis peut-être un jour de mourir avec une technologie, c'est de pouvoir toujours proposer la meilleure tech adaptée aux formations qu'on veut donner. On a pivoté, mais depuis notre dernier pivot, on s'est vraiment axé sur les hard skills. Donc on va aller vraiment former des opérateurs. On va aller apprendre à faire, on va aller apprendre à réagir sur un terrain. Et c'est les techs qui pour nous étaient les plus intéressantes à explorer pour mettre les personnes dans une espèce de simulation. C'est pas un simulateur ce que nous on va créer, mais c'est un peu comme une simulation au final de danger. Pas une simulation de machine, mais vraiment une simulation de situation de danger. La VR se prêtait le mieux à cette partie-là. Par exemple, on s'occupe aussi en pharma surtout de l'inspection qualité. De la partie inspection qualité, là, on utilise de la réalité mixte parce que c'est ce qui s'y prête le mieux pour pouvoir apprendre des gestuelles précises pour faire de l'inspection qualité de petites fioles, par exemple. Tu veux continuer un petit peu ? Oui, je vais juste rebondir sur... donc il y a d'une part tout cet aspect où on a une vocation à toujours être porté sur l'éducation. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. À tous les 4 à l'origine, à tous les 3 maintenant. Et puis, on a un profond pragmatisme aussi qui nous vient de notre expérience passée, de notre background, etc. Et ça nous tient à cœur de faire des projets qui vont fonctionner pour nos clients, c'est-à-dire les gens qui sont sur le terrain. Donc nous, on pense forcément aux ouvriers, aux ouvrières, aux laborantins, aux équipes terrain. On sait que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ce sont des gens qui sont exposés à énormément de dangers, qui ont énormément de pression sur les épaules, donc on n'est pas là pour leur prendre du temps, on est là pour que ça marche. Et donc la réalité virtuelle, on va dire, l'apprentissage immersif, c'est quelque chose qui va compter, qui va être efficace assez rapidement et assez bien. Et donc, quand tu combines un petit peu tout ça, tu te retrouves à faire Alteria, quoi. Ouais. Okay. Ce qui va nous différencier, par contre, beaucoup, je peux me permettre de terminer ta question. J'allais rebondir. Ce qui va nous différencier beaucoup, c'est qu'en fait, quand on s'est lancé, on était accompagné au Start Lab et on nous a dit est-ce que vous voulez créer un studio ou est-ce que vous voulez créer une start-up et ça a été très... Quelle différence fais-tu entre les deux ? Alors, un studio, ça va être une boîte beaucoup plus dans le service, qui ne va pas avoir un business model qui est scalable avec un produit. Ce qu'on va t'apprendre, c'est surtout que tu vas pouvoir scale avec une équipe qui s'agrandit très fort, mais derrière, tu vas devoir reproduire du contenu à chaque fois. La différence qu'on faisait à l'époque, en tout cas, pour nous, en tout cas, ce qui est resté assez actuel, c'est qu'une start-up, on va plutôt aller sur de la production de produits qui va pouvoir être répliqué chez plusieurs clients. Et donc, l'objectif, c'est typiquement un business model de SaaS. Tu vas créer une fois un produit, puis tu vas faire des licences et tu vas pouvoir vendre cette même licence à un nombre, en théorie, infini de personnes et avoir un business model qui peut avoir une croissance exponentielle grâce à ça. Et à l'époque, on s'était dit, est-ce qu'on fait un studio ? Est-ce qu'on fait un peu des deux ? Est-ce qu'on fait une start-up ? Et on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait pas une équipe faite pour du studio. On a une équipe qui est composée pour faire un produit. On n'est pas efficace quand on fait du studio. On ne l'était pas, on l'est de plus en plus parce qu'on doit quand même faire une petite partie de studio et de customisation. En tout cas, le temps que la tech soit vraiment soit beaucoup plus commune sur le marché et qu'on ne se retrouve pas à devoir aller tout customiser nous-mêmes. Donc il y a un peu des deux, mais l'objectif principal à la base c'était on va créer un produit qui est scalable. Et quand on crée un produit scalable en VR, à l'époque, en tout cas les 2 business models qui s'ouvraient à nous, on parle de 2018, on parle des premiers casques VR qui sortaient sur le marché pour le grand public. Les 2 business models qui s'offraient, c'est soit on crée du contenu
qui est revendable à plusieurs personnes. Sauf qu'à l'époque, on était encore à l'UNIF, à l'école. On n'avait pas d'expertise dans le contenu. Fallait aller trouver des experts contenu, etc. Et on se retrouvait à faire du job de studio, entre guillemets, le temps de produire. Soit on permettait aux gens de créer eux-mêmes leur contenu en disant c'est pas nous les professionnels du contenu. Nous, on est là pour leur permettre de retirer ce mur et cette appréhension qu'ils ont de la tech. On est des facilitateurs pour qu'ils puissent utiliser la tech et exprimer leur spécialité. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé C'était pas le chemin le plus facile. Hein. On a décidé dès le départ de pas se tirer une balle dans le pied, mais directement d'aller sur le chemin qui était le plus ardu. On s'est dit, on va créer des éditeurs sans code qui permettent aux gens de créer eux-mêmes leur contenu parce que c'est eux les professionnels et ils doivent s'approprier leur contenu eux-mêmes. Mmh. On s'est jeté sur le train de l'innovation peut-être un peu tôt. Ouais. Vous avez créé un moteur de création, genre comme un éditeur de niveau dans un jeu vidéo finalement. Voilà, c'est ça. On a créé ça à une époque où, il y a 7 ans, tu devais encore convaincre l'entreprise que la réalité virtuelle en tant que technologie était un levier intéressant pour la formation. Et ensuite, leur permettre de comprendre que s'ils peuvent s'approprier en interne la création de contenu, alors ils ont 2 pas d'avance, on va dire, ils ont 4 coups d'avance, on va dire, sur leurs investissements dans tout ce qui est formation. Donc, comme l'a dit Dimitra, on ne s'est pas facilité la tâche du tout. Après la pandémie, là, c'était une toute autre histoire, puisque là, grâce au rebranding, par exemple, de Facebook en Meta, grâce à l'Apple Vision Pro et voilà, toutes ces innovations, la VR a commencé à devenir beaucoup plus mainstream. On ne peut pas vraiment dire qu'elle l'est, mais on est sur le point d'avoir une VR qui est comprise de tout le monde. Et donc, on ne doit plus convaincre sur cette première thèse, on va dire. On ne doit plus dire aux gens, tu sais, la VR, c'est pas mal pour former les gens. Tu leur mets un casque dessus, ils sont plongés dans un univers où ils peuvent faire toutes les erreurs qu'ils veulent faire et sans conséquences. Ça, ils ont bien compris. Donc maintenant, on peut enfin sortir, on va dire, le discours sur le fait d'avoir la main mise sur sa formation. On peut sortir des discours aussi sur les retours sur investissement, etc. Bref, on peut un petit peu mieux déployer et faire comprendre la valeur ajoutée d'Alteria. Oui, vous pouvez vous battre sur l'acceptation de la tech. Ouais, exactement. C'est la première étape. Ça va de pair aussi avec la démocratisation de ce type d'appareil aussi. Tu vois que le coût d'équipement individuel, on est autour de 2 500 euros au mieux de la pandémie. Aujourd'hui, un MetaQuest 3 permet déjà de faire des choses assez incroyables. Ouais. Nous, on déploie surtout des Quest ou des Pico chez nos clients. C'est des casques à entre 300 et 500 centaines d'euros, c'est plus des milliers comme avant. Ah non, c'est beaucoup moins filaire, beaucoup moins... Ouais, avant, tu devais avoir un gros PC, un PC de gamer avec une grosse carte graphique dedans. On se souvient quand même des pénuries de cartes graphiques qu'on a eues. C'est vrai. C'était compliqué de faire des setups à cette époque-là. Les casques qui coûtaient aussi 2000 € pièce, plus... Le PC. Nous, on avait commencé moins précurseur que vous, mais on avait commencé aussi à développer des modules en VR dans notre précédente étape de notre carrière. En 2018-2019. 2018-2019, un module c'était pour faire de la chromatographie On a fait de la chromatographie liquide à haute performance. HPLC, c'est ça, et de la logistique aussi. Et de la robotique. Et de la robotique. Ouais. Et l'enjeu de l'équipement était important parce qu'on travaillait avec du Valve Index. Ouais, Index. Donc coûteux, lourd, logistiquement parlant, complexe à installer. Ouais. Il y aura des news de la part de Valve à ce sujet très bientôt. Ah, c'est bien ça. Mais moi, je voudrais revenir parce que je trouve ça vachement intéressant. Enfin, c'est avoir dans l'entrepreneuriat et en général dans l'innovation, c'est avoir tort qu'avoir raison trop tôt. J'ai planté une start-up en robotique, en innovation en robotique sur le sujet. Mais c'est une super expérience, je regrette rien. Mais moi, j'aime vraiment bien. Donc, l'idée, on est bien d'accord. Et pour moi, c'est ça qui vous différencie. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est de dire, avec l'outil Alteria, à un moment donné, mes experts contenus peuvent éditer eux-mêmes des environnements d'apprentissage en VR. C'est ça. Ça, c'est l'approche, c'est de la co-création. Et c'est quoi aujourd'hui, sur 10 boîtes clientes, il y en a combien? Enfin, aujourd'hui, la majorité de vos boîtes créent eux-mêmes leurs propres environnements? Les plus gros groupes vont créer. En fait, on fait une grosse distinction. Donc, ma sous-question, c'est est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et
même si on s'était dit... Que le système marche, on s'est compris. Non, alors ça marche très bien. Oui, mais c'est parfait. Non, c'est parfait, il n'y a plus rien à changer. On l'a terminé, là. Il est terminé hier. D'ailleurs, vous embêtez un peu, on en parlait off the record. Non, mais... Donc tu disais les grands groupes. Oui, en fait, il y a 2 choses à dire. Donc la première, c'est qu'on a fait une hypothèse. On s'est dit, les éditeurs, forcément, c'est pour les grands groupes, puisqu'il faut généralement des personnes dédiées à la création. Donc comme tu disais, il y a des experts contenus, il faut qu'il y en ait. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des gens, une académie ou bien quelque chose dans l'entreprise qui s'occupe, on va dire, de la création de contenu et de sa diffusion et quelqu'un qui vérifie que les personnes à former soient formées. Et puis, il y a les plus petites boîtes. On va parler des PME, etc. Après, une PME, par exemple, dans la pharma, il peut y avoir déjà beaucoup de gens dedans. Hein. Ça peut être et beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Ça peut être des boîtes de 200, 500 personnes. Mais là, on va avoir parfois un département de formation qui est absent et où les besoins en safety, par exemple, vont tomber dans le département de la safety. Et donc là, on parle à quelqu'un de totalement différent, quelqu'un qui n'a pas le temps, qui a toujours un chasuble et un casque sur la tête et qui court dans l'usine ou dans le laboratoire. Et donc, on s'est dit, on va faire une distinction entre les deux et on va avoir une offre qui va être adaptée en fonction. Ce dont on se rend compte, c'est que à l'heure actuelle, il y a encore toujours un immense intérêt pour les éditeurs parce que c'est tout simplement plus utile et plus sexy. Les gens veulent se réapproprier la formation et se disent, tiens, je vais... Donc la formule où je crée moi-même, D'accord. Elle est encore toujours plus sexy. C'est un phénomène qu'on n'avait pas vraiment vu venir dans le sens où on s'était dit le standardisé, etc., qu'on fait et qui fonctionne aussi, mais c'est là qu'on va avoir un vrai produit d'appel. Et puis en termes de pricing, c'est le cas. Mais la volonté, c'est toujours dans une seconde étape d'aller sur cette espèce d'indépendance et de mainmise sur la formation et donc de faire appel à l'éditeur. Mais en fait, si tu veux, l'éditeur, il va pas forcément venir que dans les gros groupes dans la question. Il va venir surtout dans les entreprises qui ont un peu plus de maturité au niveau de où est-ce qu'ils veulent aller avec la formation en VR. Ce dont on va se rendre compte, c'est que ceux qui se disent on va faire un petit proof of concept, on va le tester, on va faire un cas d'usage sur lequel je peux mettre une centaine de personnes, par exemple. Et on va tester, on va voir pendant 3 mois comment ça fonctionne. C'est pas des gens qui sont en train de se projeter sur 10 ans. Parce que s'ils se projettent sur 10 ans, ils se rendent compte que faire du studio pendant 10 ans, ça coûte extrêmement cher. Alors qu'internaliser un outil comme ça va te coûter beaucoup moins cher. Une licence, en général, ça coûte moins cher. Une licence de 1 an pour utiliser l'éditeur, ça va te coûter moins cher que de créer un gros projet customisé. Mais par contre, il faut investir du temps, il faut avoir des équipes qui sont un peu motivées. Tu as des gens, des équipes dans certaines boîtes qui sont hyper motivées, qui créent des jeux de société, qui créent plein de nouveaux contenus pour rendre la formation attrayante, parce qu'ils en ont marre, en fait, que les gens viennent à leur formation en traînant des pieds, tu vois. Et ces techs, elles permettent aussi à ces formateurs de créer des contenus qui sont un peu plus modernes, plus attrayants pour les personnes, plus attrayants pour des jeunes aussi qui veulent postuler dans leur boîte. Mais donc, ça dépend vraiment de sur quel horizon ils se voient utiliser la tech et quel est le niveau de maturité qu'ils vont avoir pour l'utilisation de la tech. En fait, tu dis qu'à partir du moment où l'entreprise a une stratégie dans ce qui est learning, elle va inexorablement finir par être intéressée par l'éditeur. Ouais. Une question un peu plus... Pardon. On dira après. Bateau, mais je pense intéressant parce qu'à mon avis, il y a des gens qui ne connaissent pas la VR, qui nous écoutent. Concrètement, qu'est-ce que la VR change dans la formation? Quand est-ce qu'on l'utilise? Quand est-ce qu'on ne l'utilise pas? VR, AR. Vous qui êtes des experts, c'est quoi le business case idéal ou le cas d'usage d'utilisation de la VR classique où là, on peut se dire, OK, là, il faut utiliser la VR? Nous, on utilise la VR. Il faut savoir que la VR, c'est quand même une tech qui est un peu invasive, dans le sens où tu mets un casque sur la tête de quelqu'un. Donc, tu ne le mets pas pour lui faire lire des slides. Il faut que ça soit utile, qu'il y trouve de l'utilité, sinon il ne le remettra pas. C'est utile, surtout quand c'est des formations qui sont très coûteuses, donc pas évidentes à déployer et sur lesquelles tu ne vas pas pouvoir former tout le monde sur terrain. C'est utile quand c'est des formations qui sont dangereuses pour la personne
ou pour le matériel, qui des fois est très onéreux aussi. S'il y a quelque chose qui casse, on parle pas de quelques milliers d'euros, quoi. C'est du gros matériel. Et ça va être aussi intéressant quand c'est des formations qui sont dans des endroits qui sont difficiles à atteindre. On va aller par exemple sur des zones techniques qui sont en silo, très étroites, creusées dans le sol, où tu peux rentrer qu'à un, maximum 2. Tu vas pas savoir former 30 personnes d'un coup à aller dedans. C'est là que la VR va être intéressante. Nous, en VR, on se spécialise surtout sur les formations en EHS, tout ce qui va toucher à l'environnement, la sécurité des gens et leur santé. Et c'est là qu'on pense qu'on a le plus gros impact, en fait. Voilà, le secteur juste après, c'est la qualité. Oui, parce que dans la qualité. Forcément, quand on est en temps de crise, la qualité, c'est-à-dire le service qui va se charger que le produit soit délivré, que le produit soit bon, ça compte énormément. Et donc forcément, on est assez proche de nos sous en tant qu'entreprise. Je veux dire, quand on est une entreprise dans la pharma, dans la biotech ou dans l'agriculture ou quoi, on est proche de ça. Et donc, on investit énormément là-dedans. Et donc, il y a l'EHS et puis il y a la qualité aussi. Puisque là aussi, il y a énormément de formation. Dans la pharma, ça peut arriver que si quelqu'un fout en l'air un batch, ça peut coûter très très cher. C'est des dizaines de milliers d'euros. Pour les réactifs. Donc évidemment, ils font très attention à ça. Et donc, c'est vraiment no-brainer. Sans hésiter, en fait, on peut aller investir là-dedans. Et dans le débat entre... Donc on voit bien maintenant, pour les personnes qui nous écoutent voient bien, OK, la VR, ça s'applique dans ce genre de cas-là. Effectivement, il y a un peu toujours 3 règles à retenir avec la VR. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est fort coûteux? Est-ce que c'est difficile à reproduire? Voire est-ce que ça n'existe pas quand on veut reproduire aussi une formation en évacuation d'une centrale nucléaire, par exemple? Je peux peut-être essayer d'élargir cette question-là. Là, on a vu les cas dans lesquels la VR s'y prêtait dans ses contraintes de production. C'est assez coûteux comme investissement et comme mise en place. Maintenant, est-ce qu'il y a des endroits où pédagogiquement la VR va avoir vraiment un intérêt en plus de rendre possible certaines choses? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres cadres qui sont conventionnels, déjà qui existent en conventionnel, où on peut aller apporter de la valeur ajoutée en plus? En fait, le problème que tu as souvent en entreprise sur des formations, ça va être de la prévention incendie, rappel au premier secours, des formations comme ça, qui sont obligatoires, qui sont données et qui sont certifiées chaque année par d'autres organismes. On se rend compte qu'en fait, c'est chouette, les pompiers ils viennent, ils mettent le feu sur une palette dehors, c'est marrant, tu vois. Puis t'as peut-être 2 payes qui peuvent utiliser l'extincteur pour venir voir. C'est le premier seulement qui brise le seau de l'extincteur, parce qu'on va pas mettre 30 extincteurs pour les 30 personnes à former. Et c'est tout. Et les autres, ils voient, ils regardent, ils sont passifs. Faisabilité. Je parle plutôt au niveau pédagogique quand tu rentres dans le module. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus en étant dans une situation d'immersion? Ok, je comprends. Tu vois la question, c'est pas seulement le côté technique. Je comprends. Ce que tu vas viser beaucoup en VR, c'est pouvoir avoir des formations qui sont efficaces et efficaces sur du long terme. Donc, ce que tu vois dans beaucoup d'études qui commencent à sortir, parce que la VR commence à avoir quelques années, tu as pas mal de doctorants qui y sont intéressés, c'est que tu vas créer beaucoup d'émotions, parce que tu vas être sur plein de stimuli, en fait, pour la personne, qu'ils soient visuels, surtout, et tu vas créer plein d'émotions chez la personne. Et quand tu crées des émotions, quand tu la formes, tu crées de la mémoire à long terme. Nous, on va surtout mettre en EHS des personnes dans des situations de stress contrôlé. Donc, on va faire exprès, des fois, de les mettre dans des situations qui sont un peu stressantes, parce que c'est des situations qui peuvent arriver dans la vraie vie et dans lesquelles on aimerait qu'ils sachent réagir, en fait. Et le fait qu'ils aient stressé, ou bien que, des fois, tu as des réactions complètement différentes. Tu as des gens qui sont surpris, tu as des gens qui rigolent, c'est absurde, des fois. Tu crées des émotions, donc tu crées de la mémoire à long terme. Et tu vas vraiment créer des expériences qui vont rester ancrées et qui vont leur permettre de pouvoir répliquer après les gestes qu'ils ont appris en VR dans la vraie vie et pas juste l'apprendre sur un PDF. Et dans le débat entre AR et VR, il n'y a pas de débat. En fait, il n'y a pas de débat. C'est, de nos jours, on peut enfin vraiment distinguer les deux. C'est-à-dire, tu vas avoir... AR, c'est VR virtuel, AR, réalité augmentée. C'est ça. Et donc, la réalité augmentée, juste pour replacer, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, la réalité augmentée, c'est quand on vient superposer quelque chose dans la réalité. Donc, on pourrait, par exemple, avoir des lunettes
les lunettes Ray-Ban de Facebook et de Meta, etc., on pourrait se voir tel qu'on se voit dans la vraie vie, avec quelque chose en 3D qui n'existe pas, posé sur la table, par exemple, ou bien des informations, un peu comme quand on conduit. La table est réelle, mais ce qui est posé dessus est dans le monde virtuel. Voilà, exactement. La réalité virtuelle. C'est ce que les gens imaginent quand ils pensent aux films de science-fiction, aux interfaces. Voilà, c'est ça. Avec des hologrammes et tout, tu vois. Minority Report, c'est de la réalité augmentée. Terminator, voilà. Donc ça, c'est la réalité augmentée. La réalité virtuelle, on est plongé complètement dans un univers. Maintenant, il existe un terme qui englobe les deux, la réalité étendue, et puis il existe un terme pour décrire ce qui se trouve un petit peu à cheval entre les deux, c'est la réalité mixte. Et donc on a la réalité augmentée, la réalité mixte, et de l'autre côté du spectre, on a la réalité virtuelle. Donc la réalité mixte, c'est par exemple, on peut se voir tel qu'on est dans la vraie vie, mais il peut y avoir une fenêtre qui, au lieu de donner sur un jardin ensoleillé, donne sur l'espace, par exemple. Et donc là, on parle de réalité mixte. Donc évidemment, c'est un petit peu difficile. Un continuum, en fait, c'est difficile de dire où ça va. Voilà, en fait, c'est un spectre, c'est à quel point tu es en immersion. D'accord. Et où est-ce que tu te places sur ce spectre, ça dépend. C'est une tech qui est un peu différente. Et c'est pour ça que les casques aujourd'hui qui sortent te permettent d'explorer l'étendue du spectre. T'as plus un casque de réalité augmentée et un casque de réalité virtuelle, c'est des casques qui te permettent de faire les deux. Ça. Toutes les dernières sorties sont mixtes. Donc le Vision Pro par exemple, le MetaQuest 3, ils sont tous en mixte. Donc voilà. Avant ça, il y avait des casques, par exemple les HoloLens de Microsoft, qui est un projet qui a quand même duré une dizaine d'années. C'était que de la réalité augmentée. Et maintenant, on voit de plus en plus aussi quelques fulgurances dans le monde de l'AR, avec les lunettes ultra light connectées, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir de gros développements là-dessus dans le futur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle quand il s'agit de l'appliquer à la formation, ou en tout cas au milieu de l'entreprise? La réalité virtuelle a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire qu'en isolant une personne, ça peut être vu comme un inconvénient, on lui permet d'être totalement immergé dans un autre monde. Donc ça se prête énormément à l'apprentissage. Tandis que la réalité augmentée, quant à elle, elle ancre les personnes dans le monde réel, et donc elle va être beaucoup plus souvent utilisée dans des activités de maintenance, dans des activités de surveillance. Des procédures, par exemple, un opérateur qui, à travers des lunettes de réalité augmentée, peut voir l'empreinte thermique sur une machine quand il s'agit de faire de fonctionner avec de l'IoT, de l'Internet of Things, donc des machines qui sont connectées, etc. On peut voir tout de suite s'il y a un problème, on peut voir tout de suite où est-ce qu'il faut aller remettre le boulon, je dis ça grossièrement, mais c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça, et recevoir parfois de l'assistance d'un centre d'aide qui va lui dire, en termes de navigation, tu prends à gauche, tu prends à droite, et ensuite tu trouveras la machine, c'est tel bouton qu'il faut appuyer, etc. Tandis que la réalité virtuelle, là, on est dans le holodeck, on est dans un monde différent, et puis on apprend, quoi. C'est autre chose, t'es coupé de l'environnement. Le truc, c'est que la réalité augmentée aussi est déjà plutôt bien implantée dans la maintenance industrielle. On commence à voir de plus en plus, notamment avec des iPads ou ce genre de choses, où ça leur permet de voir le monde différemment. C'est ça. Et puis, dans la réalité augmentée, on a des distinctions. Il y a on va dire la réalité augmentée avec un peu le kit main libre. C'est le plus sexy, évidemment. C'est plus sexy, mais les lunettes les plus utilisées en réalité augmentée dans le monde de l'entreprise sont des lunettes hyper basiques. C'est des lunettes avec juste c'est une vitre, quoi. C'est pas, même pas des écrans hyper high-tech. Et il y a quelques informations qui sont mises dessus. C'est juste que la paire de lunettes, elle a une petite caméra ou elle a d'autres capteurs. Et donc, c'est déjà de la réalité augmentée, alors que ça va être utilisé pour du picking, par exemple. Tu dois prendre telle étagère à tel endroit, et alors ça te l'indique. Plutôt que d'avoir un robot qui te dit prenez l'étagère A3 et mettez ce qu'il y a dedans dans votre... Ça va te mettre en surbrillance, tu vas savoir ce que tu dois prendre dedans. C'est intéressant. Donc c'est assez efficace. Honnêtement, c'est assez efficace. Ce sont juste des usages qui sont un petit peu différents. Et dans les environnements de formation, on voit moins de la réalité augmentée, alors, au jour d'aujourd'hui? Tu en as, par exemple, nous, tout ce qui va être inspection qualité, ça va être en réalité augmentée parce que c'est important pour eux en inspection qualité en pharma, pour tout ce qui va être fiole ou bouteille, de pouvoir sentir la bouteille. C'est des gestuelles qui sont très précises où tu dois pouvoir avoir l'objet en main. Et quand tu as besoin d'avoir l'objet en main, la réalité augmentée reste quand même plus agréable que de la VR avec un objet qui est traqué. Tu vas quand même avoir des problèmes de tracking, tu auras un petit offset, ça va te frustrer. La réalité augmentée permet de retirer cette frustration.
d'avoir un petit décalage entre l'objet que tu verrais en virtuel, qui est censé se superposer avec le vrai objet. Par exemple, nous, on fait des formations prévention incendie en VR. On a des extincteurs connectés, des vrais extincteurs avec de l'IoT dessus. Quand tu as un petit décalage dessus, ça frustre très vite les gens. Oui, c'est typique. C'est imaginons que tu as un volant pour prendre une voiture, mais qu'en fait, quand tu tournes, ça tourne pas. N'importe qui a déjà expérimenté une interface comme ça peut comprendre que c'est très énervant. Ouais. On est tellement immergé dedans que... Dis-toi qu'il y a des gens, encore aujourd'hui, tu les mets en VR, il y a une table en réalité virtuelle, ils vont aller s'adosser dessus. Donc quand tu es dedans, si ton cerveau, il pense réellement qu'il est dans la vraie vie. Et donc s'il y a un décalage ou s'il y a une petite erreur, ça rompt complètement l'immersion. Quoi. Ce qui était marrant, c'est en pharma, tu vois, pour passer dans des zones aseptiques, tu dois passer au-dessus d'un banc sur lequel... et en fait, ils enjambent le banc, ouais. Mais tu vois, quand t'es dehors, tu rigoles un peu, mais en fait, quand t'es dedans, tu penses que tu vas pas passer. Et tant mieux, parce que c'est ça que les formateurs, ils cherchent, tu vois. Et au niveau de l'exploitation, vous confirmez, vous qui avez beaucoup d'expérience, que la fréquence de gens qui ne supportent pas la VR? C'est vraiment de plus en plus réduit. Okay. En fait, tu te rends compte que c'est avec les nouveaux casques qui sortent, que le pourcentage de population qui ne peut pas supporter de la VR se réduit de plus en plus. Ce qui te provoque des nausées en VR, c'est quand ton oreille interne, elle ne suit pas l'image que tes yeux voient. D'accord. Donc Comme quand tu lis dans un bus, par exemple. Okay. Donc t'es en VR, ça va être surtout sur le rafraîchissement d'image que tu vas avoir sur les écrans que tu as devant tes yeux. Il faut que ton rafraîchissement d'image il soit le plus proche de la réalité possible avec comment est-ce que tu es en train de tourner ta tête. Et avec les nouveaux casques, tu as beaucoup moins ce problème-là. Tu as quand même des personnes qui vont pas bien le supporter, mais c'est des personnes pour qui je suis pas sûr qu'une avancée technologique pourra un jour faire une différence. Oui, moi, j'ai rencontré des gens en entreprise, quand on avait donné formation, ils disent rien que si je me mets sur le bord de l'autoroute et que je vois les voitures passer très vite, j'ai déjà le mal des transports. Elle est même pas dedans, tu vois. C'est vrai qu'il y a des cas et là, tu peux plus rien faire. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir créer des formations où tu inclus tout le monde, où tu crées un effet de groupe autour. C'est pour ça que c'est important pour nous de mettre des interfaces chez les clients où tu vas pouvoir voir ce qui se passe dans le casque. Comme ça, les personnes qui veulent vraiment pas passer dans le casque, parce que tout le monde n'oblige pas ses employés à passer dans le casque, il y a des boîtes qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas. Celles qui n'obligent pas les gens à passer dans le casque, elles peuvent leur permettre de quand même voir l'expérience, de vivre l'expérience comme ce serait comme un e-learning plus classique où ils voient leurs camarades. Oui, ils voient la vidéo de leurs camarades qui font la formation et on crée même des fois des expériences où ils doivent leur donner des informations dont ils ont besoin pour avancer dans la formation dans le casque. Du coup, tu as vraiment une expérience collaborative entre des gens qui ne sont pas dans le casque, qui ont des feuilles, des petits quiz, etc., des petits puzzles à résoudre, si tu veux, hors casque, qui leur donnent des infos qui permettent à leurs collègues dans le casque d'avancer dans la formation. Donc ça te permet d'avoir vraiment... Enfin, c'est du game design qui te permet d'avoir une inclusion plus grande au niveau de la formation. On appelle ces expériences des expériences asynchrones, d'ailleurs. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous avez appris un truc. Tout le monde n'est pas, mais par contre, nos auditeurs vont apprendre ça probablement. Effectivement, c'est super chouette et l'opportunité de collaborer sans même être dans l'environnement, de créer des postes différents sur le truc, c'est assez génial. Alors, je reviens sur un petit truc par rapport à l'éditeur que vous mettez à disposition de vos clients dans ce cadre-là. Quel est leur niveau vraiment d'autonomie par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont encore besoin de vous dans une logique de service ou est-ce que quelque part, quand ils se servent de l'éditeur, ils peuvent sortir leur programme et puis l'exploiter en interne sans même que vous sachiez ce qui a été fait avec l'éditeur? Le niveau d'autonomie, il est total. C'est-à-dire, maintenant je vais un petit peu développer, mais... Même pour un gizmo de la techno comme moi, par exemple. Oui. Tant que tu as des compétences de personnes normales, on va dire, c'est bon. Ce qui est très bien. Très bien. Et c'est le cas, je le sais. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un éditeur qui est no-code. Donc tu n'as pas besoin de compétences de programmation, tu n'as pas besoin d'être un ou une développeuse, tu ne dois pas être un animateur 3D, tu dois pas savoir faire ce genre de choses. La seule chose, c'est toujours bien plus intéressant d'avoir réfléchi à un scénario d'apprentissage. Donc, quand on parle vraiment du cas où c'est le département de formation qui s'en occupe. Donc, je suis une entreprise,
j'utilise l'éditeur pour créer mes formations. C'est mieux si j'ai déjà un scénario avec les étapes, que j'ai déjà pensé à ces étapes et que j'ai un petit peu d'imagination, par exemple pour imaginer les étapes dans lesquelles les personnes formées vont pouvoir se tromper, commettre des erreurs ou simplement prendre un chemin différent. Donc tout ça, en jargon technique, c'est du game design, mais en fait, les formateurs, les formatrices sont des game designers d'une certaine manière. Pédagogiques finalement. Ouais. C'est ça. Mais il n'y a pas besoin de compétences techniques. Exactement. On leur demande juste de faire leur boulot. C'est-à-dire un boulot que ces personnes font déjà très bien. Et là, il y a juste un nouvel outil qui leur permet de le faire. Évidemment, l'outil, c'est quelque chose en termes de complexité qui va se situer entre, je sais pas, c'est un tout petit peu plus complexe que PowerPoint. Et encore, PowerPoint parfois peut être vraiment très difficile à utiliser. Donc forcément, ça va arriver qu'il y ait des questions, ça va arriver qu'ils aient besoin de tutoriels, mais ça tombe bien puisqu'on en a. Donc on a tout ce qu'il faut, et s'il y a besoin, on peut aussi offrir des demi-journées de formation, par exemple, ce genre de choses, ou bien un peu d'aide lors de la première expérience qui va être créée. Voilà, je mets juste un petit disclaimer quand même sur la question de la 3D. La question de la 3D dans le monde de la réalité virtuelle, ça reste encore toujours le seul domaine où il faut de la main-d'œuvre. C'est-à-dire il faut des humains derrière pour créer de la 3D. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore demander à ChatGPT, par exemple, crée-moi un environnement et il te le fait. Il faut encore des gens qui font de la 3D. Et donc, il va arriver en fait que les entreprises aient déjà des ressources en 3D. Des fois, et dans la plupart des cas, elles ne les auront pas. Et donc, elles vont faire appel à des studios, elles vont nous demander à nous de faire de la 3D, ou bien elles vont trouver des ressources en ligne. Mais comme on s'est focalisé, spécialisé sur les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharma, de la logistique, et de l'énergie, etc., en fait, on a déjà pensé à tout. Et donc, on a déjà en fait la plupart des machines, des outils, des environnements dont les entreprises auront besoin. Et donc, c'est comme ça, en fait, que... il y a une bibliothèque d'assets. C'est à travers le volume qu'on arrive à régler ce dernier problème. Tout le reste, on l'a réglé à travers l'éditeur en lui-même. Le seul obstacle qui reste dans l'autonomie complète et parfaite, c'est la création 3D. Et donc, nous, on la combat avec juste un gros volume d'objets, d'environnement, etc. Et à chaque fois que vous redéveloppez un nouveau truc, il est push directement dans l'éditeur, je suppose, et il y a une mise à jour régulière de la bande, de la machine. On va augmenter la base de données d'objets 3D et d'environnement et d'outils, parce que des fois, tu as des objets 3D qui ne sont pas animés, que tu vas pouvoir juste mettre dans le décor parce qu'ils doivent être là. Puis tu as des outils qui sont un peu plus poussés. Par exemple, là, on est en train de travailler sur des expériences avec des UDF en pharma. Tu as un UDF qui est intelligent, entre guillemets, qui détecte quand tu sors tes mains de l'endroit, qui détecte quand tu les croises, qui détecte quand tu passes au-dessus d'une bouteille. Parce que tout ça, c'est des erreurs que les gens ne peuvent pas faire quand ils sont formés. Un point en plus qui te permet d'être autonome dans l'éditeur au niveau de la 3D, c'est que tout ce qui va être objet, tu peux importer tes propres objets. On a un importeur qui est built-in. N'importe quel objet 3D qui a été modélisé. Qui a été modélisé. Et dessus, tu peux choisir, par exemple, ton niveau de degré de fidélité que tu veux que l'objet garde. Plus tu vas aller dans un truc qui est précis, plus l'objet va être lourd et l'expérience plus longue à télécharger. Plus mais tu vas pouvoir l'utiliser sur des manipulations très fines. Et c'est à toi un petit peu à juger quel degré de fidélité tu veux. Et il y a un deuxième petit point que je veux quand même rajouter par rapport à l'éditeur. L'éditeur te permet d'être complètement autonome, mais l'éditeur il fait pas le café. Il est fait pour faire des process. Étape 1, étape 2, étape 2 bis, parce que je me suis trompé à l'étape 1. Tu crées un arbre de décision dans l'éditeur, et chaque petite case, c'est une étape ou avec plusieurs actions, une action ou différents groupes d'actions, parce que tu peux avoir des chemins qui se séparent, qui sont créés. Ça veut dire que tu ne vas pas faire une simulation de machine dedans. Ça devient très complexe. Par contre, dire il y a un épanchement d'acide au sol, quelles sont les étapes que je dois faire pour pouvoir nettoyer cet épanchement, là, l'éditeur, il est parfaitement fait pour. Donc une fois que tu as compris ça, c'est... Voilà la prise en charge des process, d'apprentissage, de tout ce qui est assez linéaire dans les choses. Mais dès que vous entrez dans la programmation d'objets interactifs, etc., je pense que typiquement, un extincteur virtuel, on ne peut pas le faire avec l'éditeur.
il faut qu'il y ait quand même une compétence de programmation qui vienne autour de ça. Oui, et c'est pour ça qu'on a ces bibliothèques qui sont pré-créées avec des outils pour tout ce qui va être EHS, des outils intelligents. On parlait de l'UDF, mais il y a toute la série d'extincteurs qui sont aussi pré-créés, tu vois. Exactement. Il y a énormément d'objets comme ça. Et donc, tu peux tout faire avec. C'est-à-dire, ton extincteur, tu peux retirer le pin, tu peux le vider, tu peux ne pas le vider. Donc, c'est assez intelligent d'une certaine manière. On appelle ça des smart objects en interne. Et on en a plein, de la visseuse jusqu'à la hotte. On a vraiment de tout, quoi. Ok. Et comment, dans un module de formation typique, moi, dans mon esprit, dans les projets VR, donc la VR, c'est un TP, en fait, virtuel, dans vos pratiques. C'est comme ça que vous les pratiquez aussi? Comment est-ce que ça va se présenter? Tu parles de HS, par exemple. Quelle pédagogie ils vont utiliser? Pourquoi le module VR vient s'insérer, comme je l'imagine, comme un TP, mais il y a quand même de la théorie que les gens vont en transmissif online, self-paced, whatever. C'est quoi le projet typique? Où est-ce que vous le placez, la VR, au sein d'un module complet? Il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. On va avoir des entreprises qui vont vraiment les considérer comme des TP. C'est-à-dire qu'il va y avoir sur une journée, par exemple, de la théorie le matin, et puis après, on va passer à la pratique. Et avant de passer à la pratique, on va réduire ce gap grâce à la réalité virtuelle. Et puis, tu auras d'autres entreprises où le style des formateurs et des formatrices, c'est plutôt l'autonomie. Et donc là, c'est un petit peu les gens qui gèrent eux-mêmes leur cursus, on va dire. Et donc, il n'y a pas de présence de formateur ou de formatrice sur le terrain. Si tu viens, tu mets ton casque. Et quand tu as des heures de fourche, par exemple, quand tu ne sais pas quoi faire, ça arrive souvent dans les cas avec des warehouses. Je ne sais plus comment on dit ça en français. Des entrepôts. Voilà, des entrepôts. Dans les entrepôts, il y a des fois, tu dois attendre 1 heure ou 2 heures parce qu'il n'y a littéralement rien à faire. Et ben alors, tu vas aller dans le VR corner, tu vas aller dans le coin de la VR et puis tu vas faire ta formation. Donc, il y a plusieurs écoles, mais la plupart du temps, oui, ça s'inscrit dans le cadre du TP. Hein. Ça va être un bon moyen de réviser un petit peu ta théorie en faisant, te déstresser avant d'aller sur des terrains qui peuvent être stressants et dangereux, et te permettre en fait d'avoir des refreshs régulièrement sans devoir mettre tout un système en place autour. Tu dois aller faire ton refresh pour aller en salle blanche aseptique. C'est autre chose que de mettre ton casque sur la tête pendant 15 minutes, tu vois. Donc, on est vraiment sur c'est un pont entre la théorie et la pratique qui va un peu overlap sur les deux. Il va pas être suffisant tout seul sur tous les points, mais il va s'inscrire sur une suite... ça, vous connaissez mieux que nous, sur des parcours pédagogiques, en fait. Absolument. Je dis oui. Je le VR comme vraiment une modalité, entre guillemets. On va sélectionner dans un parcours d'apprentissage une formation de sécurité, il va y avoir toute une série d'aspects, et puis il va y avoir un moment où on se dit, tiens, là, pour ça, c'est dangereux, c'est coûteux, c'est difficile d'accès. Là, effectivement, la VR va s'imposer comme modalité, surtout si c'est un geste d'une importance capitale. Ouais, et tu vas le voir, surtout, nous on le voit chez des clients, une fois qu'ils ont passé des audits et qu'il y a des points d'attention dans les audits et qu'ils ils se rendent compte que leurs formations vont pas toujours jusqu'au... c'est pas qu'elles vont pas jusqu'au bout des choses, c'est qu'elles permettent pas aux gens de comprendre jusqu'au bout correctement parce que les gens décrochent, parce que c'est très abstrait pour eux et qu'ils comprennent pas, en fait, ils arrivent pas à imaginer l'abstrait forcément et comprendre les implications que ça peut avoir. Là, la VR, ça va être très intéressant. On va parler par exemple de contamination. Pourquoi est-ce que je ne peux pas rentrer avec mes vêtements en salle blanche? En fait, nous, ce qu'on a fait avec un client, c'est que du coup, à un moment donné, il se modélise en tout petit, il se met sur le pull et il voit tous les virus, les microbes et tout. Et c'est marrant parce qu'on en a fait certains que tu peux lancer comme des frisbees. Du coup, ils s'éclatent, tu vois. Ils viennent, ils les attrapent, ils les lancent dans tous les sens. Mais ils comprennent l'idée. Mais du coup, ils comprennent pourquoi ils ne peuvent pas ramener leur pull dans des zones aseptiques. C'est comme ce qu'ils avaient fait à l'époque du Covid, pour expliquer que la contamination se faisait. Typiquement, ici, pour un podcast, je me touche le visage régulièrement. Ici, tout le monde, on se touchera entre 15 et 20 fois par heure le visage. Et les objets et les trucs. Donc, ils avaient mis de la peinture, un truc invisible. Et puis après, ils avaient filmé avec une lumière néon. Et tu avais vu en fait, qu'il y en avait partout dans la pièce. C'était un délire, quoi. On a passé quelques heures. C'est pareil pour ça. Et c'est vrai que la VR permet de voir ça en temps réel, d'avoir vraiment un choc. Et quel est, au niveau de la durabilité des environnements? Donc, je suis une entreprise pharma, typiquement, c'est des cas que je connais bien.
j'ai mes environnements VR, boum, la FPMS change le processus, je ne peux plus faire ceci comme cela, j'avais mon environnement VR qui apprenait à tout le monde de le faire d'une telle manière, le process change, mon environnement VR doit changer. Est-ce que je dois, avec l'éditeur ou sur étagère, tout rechanger? Tu vois, qu'est-ce qui est transposable avec une évolution de process d'un à l'autre? En fait, ce qui est vraiment pratique ici, c'est que comme tu as créé des étapes, tu peux très bien les changer. Tu peux retirer une étape, en ajouter une, tu peux la modifier, tu peux totalement changer ta formation si tu le souhaites. Mais bref, avec l'usage de l'éditeur, c'est très simple. L'avantage, c'est que, et ça c'est un coup de bol, nos équipes savent aussi utiliser l'éditeur. Et du coup, un coup de bol. Heureusement, ils ont bien potassé, voilà. Ils savent le travail. Et du coup, forcément, on peut aussi également, si jamais une entreprise n'a pas les ressources en interne pour changer un aspect de la formation, on peut le faire très vite aussi. C'est vraiment pas un souci. S'il y a un besoin de changer l'environnement, et là j'entends environnement, par exemple la tête le look de l'environnement de travail, par exemple, une machine n'est plus la même, on l'a remplacée. Là, forcément, c'est un schéma standard de travail, de modélisation. C'est ça. Mais pour ce qui est du cœur de la formation, et je rappelle que c'est là-dessus que nous, on se concentre, pour ce qui est du cœur de la formation, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un squelette avec des étapes où on passe d'une étape à l'autre, parce qu'en fait, on peut facilement interchanger une étape ou la modifier. Ce que je voulais... Vas-y, pardon. Mais en fait, ce sur quoi je veux rebondir, c'est le facilement. On ne se rend pas forcément toujours compte que quand tu passes dans un studio de développement et que tu veux changer une partie de ta formation, on reparle de quelques mois de développement. Hein. Ah, mais c'est ici, justement pour ça que je pose la question. Sur l'éditeur, on parle... Allez, si c'est un petit changement, on parle de 10 minutes. Si c'est un gros changement, on parle de 3 heures, tu vois. Tu vas aller rajouter une étape, par exemple, parce que maintenant, après avoir tourné 2 fois sur eux-mêmes, ils doivent aussi tapoter sur un mur. Tu rajoutes tapoter sur un mur. Tu rajoutes tapoter sur un mur. Maintenant, toi, si tu as des changements qui impliquent que tu as 3/4 de ta formation qui doit changer parce que ça a des implications différentes sur les étapes d'après, là, tu vas retravailler un petit peu. Mais pour te donner une idée, nous, un premier schéma, une première version de l'expérience, quand on va aller le montrer chez le client, s'il n'y a pas de modélisation à faire, en 4-5 heures, c'est fait, quoi. C'est vraiment comme changer une slide sur PowerPoint. C'est-à-dire que c'est quelque chose que quelqu'un peut faire sans aucune compétence. Par contre, mettons que tu es payé pour un spot publicitaire avec une voiture ou bien un produit, et que tu dois changer quelque chose dedans, c'est un peu comme si on devait retourner la vidéo, entre guillemets, ou bien qu'on doit vraiment s'arranger avec le monteur ou la monteuse pour essayer de réaccorder le truc et de rattraper le truc. Quand tu fais appel à un studio, c'est là que le bas blesse, en fait. Et pourtant, les studios font un travail incroyable. Hein. Notre but, c'est pas de cracher dessus. On fait appel à des studios pour une bonne raison. Mais oui, ils sont moins flexibles. Ils n'ont pas que ce client-là à gérer. Ils en ont d'autres parce qu'il faut que le business tourne, donc c'est normal. Donc on va te mettre sur une liste d'attente. Si tu as de la chance, tu vas avoir des personnes qui sont disponibles directement. Mais ça va pas être aussi simple que « Ah oui, en fait, je vais le changer moi-même » ou bien je vais appeler, ils vont me le faire et dans la journée, c'est bon, mon process, il est OK, mon audit, il va passer tranquille. Mais typiquement, quand même, le modèle type. Parce que nous, par exemple, je vais te donner un parallèle. Ce qu'on produit nous-mêmes, c'est beaucoup de vidéos de formation. Ça, on peut se targuer, enfin Kevin, pas moi, des experts sur la question. On recommande quand même des contenus qui ont une durée de vie de minimum 2 à 3 ans. Dans la VR, par exemple, tu vois, quand on dit toujours la modalité pédagogique idéale dans ce que vous nous dites, et parce qu'on a pas mal de clients, tu sais, qui arrivent et nous disent on veut faire des vidéos. On en revient toujours à c'est quoi l'objectif pédagogique, c'est quoi le public, c'est quoi la matière. C'est la bonne question. Et on a les mêmes discussions. Et on voudrait faire ça, et on voudrait faire ça, et au final, c'est rarement la solution évidente qui est la plus... Mais vraiment, et un message qu'on répète, c'est vous focalisez pas sur les outils, vous focalisez sur vos apprenants et vos objectifs pédagogiques. Mais vous, avec votre expertise, typiquement, mon contenu, il doit être fixe combien de temps ? Sincèrement, il reste fixe facilement 2-3 ans. C'est ça. Et après, tu as des formations qui restent fixes plus longtemps. Bien sûr. Des formations en prévention incendie. Beaucoup plus longtemps. Surtout quand il y a une partie un peu légale, etc., qui vient dedans, surtout dans ces trucs-là. Tu changes pas... Au final, tu me dis qu'un module, tu fais ça en 5 heures quand tu as un peu d'expérience sur le truc.
Ça veut dire qu'un module en VR, avec les limites de l'éditeur évidemment, Ouais, bien sûr. un module en VR qui est fait dans ces conditions-là peut se faire plus vite qu'une vidéo pédagogique. Ouais. C'est techniquement vrai. Et c'est de du coup, c'est sur ce genre de chiffres qu'on va se baser pour aider nos clients à calculer leur retour sur investissement. Parce qu'on n'est plus sur des discussions avec les départements innovation aujourd'hui. En 2018, il fallait aller passer par les départements innovation. Parce que c'était le gros buzzword, la XR. Aujourd'hui, on va... Ils sont occupés avec l'IA en ce moment. Maintenant, ils sont occupés avec l'IA. Ils sont nouveau joujou, tu vois. Et là, on est sur des budgets qui viennent pas des départements innovation, on est sur des budgets qui viennent des départements de formation ou safety, s'ils n'ont pas de département de formation dédié. Et ces budgets-là... Ça, c'est mainstreamisé, en fait. Ouais, ça s'est mainstreamisé au point où tu vas pas parler avec des gars qui passent leur journée sur des salons pour aller voir les dernières innovations qui se sont passées. Tu vas parler avec des gens qui sont sur le terrain, quoi. Qui sont sur le terrain. Et ces gens-là, la justification du budget, elle est différente. Tu justifies le budget parce que tu as un retour sur investissement sur ce budget-là. Pourquoi est-ce que je devrais investir dans ta tech et pas dans autre chose ? Parce que mon retour sur investissement, il est différent pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est ton module, il dure quelques années et tu l'as créé en quelques heures. C'est un des points. Tu libères du temps de zone en pharma. Et il y a d'autres points comme... Tu libères de l'expertise. C'est le même argumentaire qu'on a pour du learning, finalement. C'est ça, tu passes plus de temps en prod, tu apprends mieux et tu passes plus de temps en prod. C'est en gros les grosses lignes de conduite qu'on va mettre. Et alors, quand tu leur dis que ça s'imbrique dans leur LMS et ce genre de choses, alors là, ils sont aux anges. Là, c'est parfait. Hein. Ils se disent, OK, c'est bon, ça coche toutes les cases. Le budget, l'audit, la compliance, vraiment tout, quoi. Peut-être parler un petit peu de la conception et la production. Alors quand vous êtes dans le rôle du fournisseur et de formateur pour l'éditeur, c'est une chose, mais quand vous concevez un module de VR, comment ça se passe quand on a un client, on a un responsable formation aux entreprises, on voudrait faire un module VR, on vient voir Alteria. Comment ça fonctionne ? Vous commencez par quelles étapes ? Vous définissez l'objectif, on commence par le scénario, on commence par une liste des modélisations, comment ça se passe ? Je crois que la première question qu'on leur pose, c'est de quoi est-ce que tu as vraiment besoin ? Où est-ce que tu as des problèmes ? Pourquoi est-ce que tu veux des nouveaux modules ? Et une fois que tu as un petit peu plus déblayé, parce que quand tu fais un peu d'innovation, tu as des fois des clients qui ont tendance à venir et dire on va faire un module et on va tout mettre dedans. Donc tu vois, ça va être génial, ils vont passer 45 minutes dans le casque. Tu fais non, ils vont pas passer 45 minutes dans le casque du tout. Ils vont passer 15 à 20 minutes maximum dans le casque parce que c'est épuisant. Passer dans un casque de VR, tu es en simulation, tu es obligé d'être concentré à 100%, tu n'as aucune autre distraction. Au bout de 20 minutes, les gens commencent à être un peu fatigués en fait, s'ils ne sont pas habitués. S'ils ne sont pas habitués à ça. Près des yeux, même physiquement, c'est assez éprouvant parfois. Oui, ça peut l'être. Ça dépend un petit peu. Ce côté-là, tu vois, par exemple, il s'améliore un peu à force d'utiliser les écrans. Mais en général, on voit que c'est surtout le niveau de concentration des gens qui, quand tu as l'habitude d'être sur le terrain, tu n'as pas l'habitude de te concentrer sur une formation pendant 1 heure à 100% sans avoir aucune distraction autour. Et c'est très stimulant, une formation en VR. Ça a des avantages, mais il ne faut pas en abuser, sinon tu vas tomber dans l'autre extrême où tu vas crever les gens. Et ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de les dégoûter de la VR. Donc, on va définir des objectifs. Quels sont les objectifs de cette formation-là ? Est-ce que c'est une formation ou est-ce qu'en fait, c'est 3 expériences qu'on doit faire ? Et c'est un peu définir ce côté-là. Après, en général, nous, on aime bien aller sur le terrain, aller voir comment ça se passe, la manipulation dans la vraie vie, si on peut. Si on ne peut pas, en général, ils ont des petites vidéos à nous envoyer, histoire qu'on ait une idée de à quoi ça ressemble, en fait. En fonction de ça, nous, on va faire un premier prédécoupage. Dire la formation, elle va durer X temps, elle va être divisée en X modules, etc. Et en fonction de ça, on va donner un pricing. Parce que là, on va calculer en jour homme. Si on fait de la customisation, comme un studio, on va calculer en jour homme. On va dire, on a déjà ces environnements-là. Soit vous réutilisez ce qu'on a déjà et on peut les mettre à disposition et on économise un peu. Soit vous voulez du customiser. Et en général, s'il y a des gens qui ont déjà fait des formations dans ces sujets-là, on a déjà un peu de 3D, ça permet d'économiser un petit peu de sous pour des plus petites entreprises. C'est toujours le bienvenu, clairement. On donne un devis et si c'est accepté, à ce moment-là, il y a 2 manières de faire. Soit on passe sur des modules
où on les crée nous-mêmes. Et c'est un jeu de ping-pong avec des reviews. En général, il y a 3 reviews. On leur envoie, on va chez eux, on tester si c'est possible. Ils nous donnent un peu leur feeling, on réajuste et ça dure 3 rounds. En général, ce process-là, il va durer 1 mois et demi parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de nous voir 3 fois sur la semaine. Ça dure un après-midi. Il y a des délais de production qui sont entre 10 et 16 semaines, parfois pour un e-learning complet avec production du visuel. Ouais. C'est pas tellement parce que mis bout à bout, ces tâches-là prennent du temps. C'est parce qu'il y a un échange qui se fait avec les clients. Donc ça représente un process de long terme. Ouais, et le bottleneck, c'est toujours le temps disponible des experts. Hein. Ben oui, clairement. Les experts, souvent, des gens qui font la review, qui vont faire du testing parfois. C'est ça. Une deuxième manière qu'on va avoir de travailler, on va partir sur de la co-création. Et ça, c'est en général s'ils veulent plus tard utiliser l'éditeur eux-mêmes. Et ça prend encore plus de temps, la co-création, parce qu'on va s'asseoir à côté d'eux et on va leur apprendre à utiliser l'éditeur en créant directement une première formation ensemble. On va essayer de choisir une formation qui n'est pas super simple non plus, avec quelques complexités dedans, histoire de les laisser explorer à 100%, en tout cas un maximum, l'éditeur. Ça prend un peu plus de temps avec le client, parce qu'il faut être dispo, il faut faire des sessions de travail en fait, dessus. Ils apprennent à utiliser un nouvel outil, en même temps de créer du contenu. Mais si c'est un client qui a une vision à plus moyen terme d'utiliser l'éditeur, c'est ce qui est le plus pratique. Learning by doing, finalement. Ouais, learning by doing. C'est bien, c'est que ces équipes apprennent à utiliser l'éditeur. Ouais, et en plus, ils ont un module qui est fonctionnel à la fin. Donc voilà. Et puis après, il y a le troisième cas, c'est celui où on a une demande qui vient. Ils ont regardé le catalogue qui est présent sur le site web. Ouais. Ils veulent que du standardisé. Donc, ils nous contactent ou quoi, ou bien ils introduisent un formulaire. On sait qu'ils veulent ça, et puis ça part vraiment en mode software as a service. Et donc, là, on n'a pas grand-chose à faire, quoi. Maintenant, généralement, on va quand même avoir une discussion avec eux pour savoir de quoi est-ce qu'ils ont besoin exactement. Il y en a parfois qui vont nous dire, les gars, en fait, les modules Fire, c'est génial, il me faut juste une étape. qu'il faut changer ou quoi. Voilà, vous cherchez la slide truc dans un modèle existant, vous en faites un custom entre guillemets. Exact. On va pas leur donner l'éditeur, ça sert à rien. Ils vont rester sur un pricing de catalogue et puis ils seront très heureux comme ça, quoi. Et tous les catalogues sont créés sur l'éditeur. Ça a été important. Vous n'avez aucun module qui a été fait from scratch, en tout cas plus aujourd'hui en exploitation. Aucun. Non. À l'époque, ça a été le cas. Vous avez vu des modules un peu studio comme ça que vous avez fait au début en vous disant il nous faut un catalogue. Des fois d'avoir un produit dès le départ, ou c'était tout de suite l'idée de l'éditeur? Tout ce qui a été fait from scratch comme ça a été vendu comme un studio où on revendait l'IP, en fait, et on ne pouvait pas le revendre derrière. Et ça, c'est plus quelque chose qu'on fait. Non. Et c'est quoi les données que je peux extraire, au moins en tant que responsable training, tu vois, hors des modules VR? Qu'est-ce que je peux extraire comme... pourcentage de progression moyen, là où ils se trompent systématiquement, tu vois, pour dire ok, ma population elle a facile à atteindre ça, ou tu vois, toutes ces données learning analytics. Ouais. Donc on a écouté ce que voulaient les départements de formation et on a découvert qu'ils avaient besoin non seulement que l'outil puisse parler au LMS, donc pour celles et ceux qui ne sauraient pas, un Learning Management System, c'est généralement... Pour nous, c'est la même chose. Voilà. Mais donc, c'est en gros un logiciel qui sera la plupart du temps implémenté dans l'entreprise et qui permet de suivre l'évolution de la population en termes de formation. C'est là-dessus qu'on va retrouver les modules d'e-learning, les vidéos, etc. Et donc, nous, on va s'imbriquer là-dedans et on va communiquer avec les normes avec lesquelles CLMS... avec du SCORM, XAPI. Donc en fait, on parle le même langage. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut extraire? Il va y avoir tout un tas de données. Des données sur la performance de la formation. Donc par exemple, une classe ou bien un groupe de personnes ou bien une personne a terminé ou non une formation, en combien de temps, quelles sont les étapes par lesquelles la personne est passée, s'il y a plusieurs chemins. Quelles sont les erreurs qui ont été commises, puisque dans l'éditeur, on peut définir si une étape est correcte ou bien il s'agit d'une erreur. Et donc, quel chemin, entre guillemets, la personne a pris, mais aussi quelles erreurs elle a commises. Est-ce qu'elle a quand même terminé l'expérience? Est-ce qu'elle l'a terminé en mode désastre ou bien comme un succès ou bien mitigé, par exemple?
Et donc, il va y avoir en fait tout un tas de métriques comme ça qu'on va pouvoir sortir et même dégager des tendances. Donc ça, on peut le voir de notre côté, c'est-à-dire du côté plateforme Alteria, on peut voir des petits graphiques, etc. Et si le LMS est suffisamment ouvert et le permet, alors on va pouvoir aussi infuser, entre guillemets, renvoyer ces datas telles qu'interprétées par notre plateforme. Et elles peuvent donc être interprétées collectivement avec celle d'un module dans lequel la partie VR serait incluse en passant par du XAPI, typiquement. C'est ça. Typiquement, ouais. Des fois, il va falloir un petit peu parler avec l'entreprise qui s'en occupe. Les API ne sont pas toujours... Enfin, elles sont ouvertes, mais elles sont pas toujours... Interfaçage classique. Voilà, un interfaçage classique. Et donc, nous, on a quelqu'un chez nous qui s'appelle Arthur et qui va... fait de la magie, faire de la magie. Donc, merci Arthur. Parce que vraiment, Bravo, Arthur. En fait, c'est dingue, mais le marché du LMS, il est gigantesque. C'est-à-dire que la plupart du temps... Oui, on va retrouver des cornerstones, des 360 Learning, etc. dans les grosses boîtes, mais j'ai l'impression qu'il y a autant de LMS qu'il y a de... Il y a autant de LMS qui se créent. C'est un marché qui a explosé, qui est très éclaté. Ouais, il est très éclaté. Heureusement, tu as quand même quelques normes. On parlait de SCORM, mais XAPI. Heureusement que ce langage existe, parce que je dis aujourd'hui, il y a une jungle tellement énorme de programmes qui existent, solutions commerciales, des solutions, des plugins que tu peux hybrider sur du WordPress, sur du Odoo, sur tout ce que tu veux. Ça ressemble plus à grand chose entre guillemets en tant qu'écosystème. Il y a quelques leaders qui existent, ceux notamment qui sont liés aux ERP. SuccessFactors chez SAP et Odoo Learning qui se développent pas mal, sont un peu les deux gros ERP qu'on voit dans plein de boîtes et susceptibles d'aller là-dessus. Mais le marché du LMS, c'est un vrai problème. Et vous devez être confronté à ce problème de la compatibilité avec les entreprises. Alors, moi, j'aimerais bien dire qu'on a un bouton qui dit intégration automatique sur tous les LMS. Malheureusement, c'est pas le cas parce que tu as tellement d'LMS. Et les authoring tools n'aident pas dans ce cas. Les authoring tools, c'est encore un step avant. Là, c'est un peu comme le Redditor. Le Redditor, c'est un authoring tool. Si tu veux le parallèle avec le e-learning, tu es vraiment là-dedans. Par contre, l'Europe est quand même assez consciente de ce problème-là. Du coup, ils ont lancé un de la projet normalisation. C'est bien de faire des formations à compliance. On a lancé un projet européen dans lequel c'est un gros consortium avec des boîtes en Espagne, en France, en Belgique. Et ce consortium qui a démarré il y a 1 an et demi maintenant, qui s'appelle XR2 Industry. Notre rôle dans ce consortium avec 2 autres boîtes de software en XR est de créer une plateforme sur laquelle tout le contenu et les différents softwares qui tournent autour de la XR vont pouvoir venir se plugger pour pouvoir communiquer entre eux. Ok, c'est ambitieux, c'est super. Hein. Ouais, t'inquiète pas, on se retrouve avec des gros coups de pression de la Commission européenne. On était encore en réunion avec eux la semaine passée. C'est super fun, mais c'est ambitieux comme projet, mais en même temps, t'as tellement de nouvelles normes qui se créent tout le temps en disant « c'est pas grave, regardez les gars, on va régler le problème, on va créer une nouvelle norme ». Et il y a maintenant 27 nouvelles normes. Alors que typiquement, les constructeurs de solutions AI, les meilleurs, ils ont enfin réussi à se mettre d'accord sur le projet. Et c'est pas le cas en XR parce que tu dois mettre des gens... Et là, il y a ce problème. Ouais, tu as différents secteurs qui doivent se mettre d'accord. Tu as le secteur des MDM, donc tout ce qui va être management des devices. Tu as le secteur des LMS, pour tout ce qui va être... qui est plus large que la XR. Hein. Ils ne vont pas traiter que de la XR. Ils vont traiter toute la formation. Tu as le domaine de la 3D, qui est énorme aussi, et qui est là depuis beaucoup plus longtemps que la XR. Et enfin, tu as la XR. Et tu as 4 secteurs comme ça minimum, parce que j'en oublie certainement, qui doivent se mettre d'accord sur des normes. Ça n'intéresse pas tout le monde de créer une norme comme ça, parce qu'il y a aussi l'industrie commerciale du jeu vidéo qui tourne autour de ça, et d'autres industries. Si tu crées des normes pour automatiser, tu as certains studios qui risquent de perdre... perdre des monopoles sur des trucs. Ouais. C'est un peu comme Apple qui ne veut pas de son câble de rechargement, c'est pareil. Voilà. Oui, c'est ce genre de réflexion, malheureusement. C'est un vrai problème, ça. Ouais. Mais dans la plupart des cas, ça fonctionne quand même bien pour rassurer un peu les auditeurs. Oui, il n'y a jamais de problème d'intégration. Il y a toujours moyen de faire parler de machines dans ce Il y a toujours moyen. Il y a Arthur. Arthur a une patience infinie avec les départements IT qui sont des fois très lourds. Voilà. Donc, et malgré eux, c'est pas pour critiquer les départements IT. Des fois, ils se retrouvent avec des structures qui sont très difficiles à gérer, avec des normes de sécurité qui sont très difficiles à gérer aussi, et ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais on se retrouve avec des géants qui sont très difficiles à faire bouger et sur lesquels nous, on doit venir trouver un petit chemin pour venir se plugger dessus, quoi. Mais on le trouve toujours, le choix. J'ai encore une question. Léa est partout pour l'instant. Ouais. C'est le boss du moment. Ouais. Je souris parce que on vous record. T'en as marre de Léa, comme tu me disais, on n'entend plus que ça. Ouais. Tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre d'entendre parler. Je continue à être enthousiaste.
Tu as une capacité. Une patience, François, mais résilience. qui est infinie. Non, mais bon, à la base, moi, je suis un HR, je m'intéresse aux sciences humaines. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ça modifie les pratiques, la société. Et le buzz qu'il y a autour m'intéresse, tu vois. Par contre, je ne me fais plus avoir. Parce que le buzz de la XR, on n'a pas parlé, mais je me suis fait avoir. Moi, je pensais, comme Mark Zuckerberg, qu'on allait tous passer la moitié du temps avec un casque. Parce que, fondamentalement, c'est quand même hyper efficient, quoi. Tu mettrais ton casque et tu te réunirais avec tes collègues brésiliens, américains. Ça éviterait. C'est vrai que la réunion en VR, ça a l'air sur papier formidable. Tu vois, les gens n'en ont pas voulu, ça n'a pas été adopté. Oui, les gens n'en ont pas voulu, mais on en a fait nous des réunions en VR. Ouais, pendant le Covid, on en a fait, et même nous, on n'a pas tenu. Mais le Metaverse, moi, j'y ai cru. Oui, franchement, anecdote, mais j'y ai cru à fond. Et j'ai plongé dedans. J'y croyais pas à ce moment-là, on en discutait régulièrement. J'ai cru. J'avais commencé mon mémoire d'MBA sur le sujet avec les tokens, la crypto. Tu servais de monnaie d'échange. Et finalement, ça avait pchit. Mais donc, là, je pense que ça... Allez, on voit quand même bien déjà... de toute façon, c'est pas... Ça fait un buzz, mais ça fait 25 ans que ça existe. Ça devient juste un peu plus mature maintenant, donc ça explose. C'est la partie grand public, en fait. C'est ça. Parce que le machine learning, etc., c'est vieux. Dans votre créneau, est-ce que ça change quelque chose ? En fait, ce que Kevin, tu viens de le dire, le machine learning, si on reprend un petit peu la définition de l'AI, c'est appliqué dans le monde du jeu vidéo et donc par extension dans la XR depuis la nuit des temps de la XR, on va dire. Depuis la nuit des temps. Avant même l'ordinateur, ça existait déjà. Avant la roue, il y avait l'IA. et donc, forcément, nous, on parle d'IA depuis qu'on a créé Alteria. Pourquoi ? Parce que quand tu as par exemple un personnage non joueur, comme dans un jeu vidéo classique, et que tu dois interagir avec en réalité virtuelle, c'est de l'IA techniquement. C'est-à-dire qu'il a appris une série de choses qu'il va devoir dire, et en fonction des inputs, c'est-à-dire en fonction des signaux que tu lui envoies et de ce que tu fais avec, il va réagir. Donc ça, on l'a depuis le début. Maintenant, on a un réel engouement pour les LLM, donc les Large Language Models, le fait de pouvoir dire... à une IA, fais ceci ou fais cela, et puis elle le fait. Évidemment, on bosse dessus en interne parce qu'on voit que il y a une tendance. Et en effet, ça pourrait être intéressant dans certains aspects qu'on n'avait pas encore explorés par le passé. Donc l'IA, on en intègre depuis la nuit des temps. Depuis toujours. C'est concomitant à votre produit. C'est concomitant complètement. Dès qu'il y a un NPC, tu es obligé de lui donner des comportements, des réactions, ça sera un arbre de décision. Au départ, c'est de la logique, c'est des opérateurs de logique, mais ça devient de plus en plus complexe. Clairement. Donc c'est présent dans le produit, c'est présent dans le processus de création du produit, des modules, etc. C'est-à-dire que notre équipe de développeurs utilise l'IA au jour le jour. Des ordinateurs qui ont de l'IA. Enfin bref, tout tourne en fait quelque part avec un soupçon d'IA de toute façon. Là, tous les modules qu'on va créer, tu vas pouvoir switcher de langue comme tu veux, avec des voice-overs qui changent de langue aussi, parce qu'on utilise des IA derrière, ça nous permet d'être plus productifs et plus efficaces. Puis la vraie valeur ajoutée, elle n'est pas dans la langue au final, elle est dans la conception du module. Donc vous éliminez des tâches qui sont des tâches faibles à part, mais qui sont essentielles pour la compréhension. Mais c'est là que l'IA est vraiment intéressante. C'est-à-dire, on le dit souvent, mais on regrette évidemment que l'IA, quelque part, vienne prendre un peu les métiers créatifs au lieu de régler des vrais problèmes. Chez nous, en fait, elle règle des vrais problèmes. Je me souviens d'une époque, quand on travaillait, on avait fait un projet pour Aptaskill à l'époque, on avait dû faire les voix off nous-mêmes. Et donc, quand je dis nous-mêmes, c'est moi. C'est lui. Et donc là, il y a des gigas de voix, en fait, d'audio, où il faut parler en anglais, il faut parler en français, il faut répéter. Néerlandais. En néerlandais aussi. Oui, c'est vrai, en néerlandais aussi. En néerlandais, Mais des centaines de pistes. Juste à la phonétique. Si, il parle. T'inquiète pas, il est bilingue. Donc ça va, c'était pas si difficile que ça, mais c'était très très long comme process. Arrête, tu pétais des câbles au bout d'un moment. Oui, c'est-à-dire que c'est du temps cramé là-dedans. C'est une chose, je suis d'accord. L'IA peut faire ce travail. Dans le cadre de formation, je suis totalement d'accord. Là où je trouve que même les meilleures solutions commerciales qu'on a aujourd'hui, comme des Eleven Labs, etc., il n'y a rien à faire, ça s'entend. Ça s'entend. Dans un contexte de formation, je suis d'accord, mais tu vois, ce même raisonnement, s'il est appliqué à des jeux vidéo immersifs,
il y a un problème artistique qui va se poser, tu vois. Ouais, Bien complètement. sûr. Aux comédiens de doublage, au doublage du cinéma, etc., il y a vraiment encore cette question-là qui existe. Maintenant, C'est bien que tu fasses cette distinction. Il y a une vraie distinction. C'est utile pour les fonctions où c'est pas l'immersion la plus totale qui est la plus importante. L'idée, c'est de recevoir l'information. C'est ça. Et là, c'est essentiel, effectivement, Ouais, pour réduire les coûts aussi. Hein. Oui, on va réduire les coûts de cette manière-là. Ouais, là, tu as du multilingue de manière automatisée. Ça va être super intéressant pour le client à ce niveau-là. Maintenant, on va pas aller demander aux clients d'utiliser de l'IA dans tout et n'importe quoi dans la création. Eux, leur valeur ajoutée, c'est pouvoir écrire ce scénario aussi. C'est leur input, c'est leur expertise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas céder d'IA pour ça peut être leur sparring partner. Ça peut être mais ça ne va pas le faire à leur place. Comme tu nous, vois. on l'utilise tout le temps maintenant, où on a un assistant virtuel Bien sûr. constant. Mais oui, c'est ça. Mais ça, c'était... Garbage in, garbage out. Quoi. Mais c'est des idées... Ouais. Et c'est des idées sur lesquelles on brainstorm encore. C'est se dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir aider l'utilisateur à utiliser plus facilement l'éditeur ? Et là, peut-être que l'IA peut nous aider, tu vois, mais on est encore... Une espèce de copilot, mais on est encore discret. Sur du brainstorm, on n'est pas encore sur... C'est pas parce que on n'est pas autour de cette idée d'accompagner la personne à utiliser une solution. Donc parce que c'est un chatbot évolué, mais c'est un chatbot. C'est ça. Le plus important, c'est que se dire, c'est demain, il n'y aura pas une intégration dans notre éditeur qui va te dire écris un prompt dans 5 phrases et je vais te créer une formation tip top pour ton industrie. On pourrait imaginer dans un futur, faire un peu de prospective, ce serait d'avoir l'IA qui puisse interagir avec toi pendant le module. Ouais. Dans le module, tu dis, OK, je sais pas quoi faire maintenant. Elle t'entend, elle comprend, elle traduit, elle te répond. La prochaine étape, c'est... Ce genre de choses-là, ça pourrait être des évolutions que vous percevez dans un futur proche, ou c'est des choses qui vous paraissent encore très proches de la science-fiction? Non, pas proche de la science-fiction. Maintenant, pas futur proche, démarrage de développement en janvier non plus, tu vois. Okay. On règle certains problèmes. Pour reprendre la situation que tu viens de décrire, nos équipes ont déjà pensé à des façons de régler ces petits soucis, et parfois c'est plus simple parce que c'est fait en 3 clics, c'est fait plus simplement sans IA. Si par exemple quelqu'un ne sait pas ce qu'il faut faire, alors naturellement dans l'étape on a prévu le coup et le module va te faire passer par exemple à une étape suivante ou un truc du genre. Donc en fait l'IA n'est pas forcément toujours nécessaire. Maintenant, elle va être présente dans toutes les strates de la production, dans toutes les strates de tous les secteurs. Ce qu'on voit, c'est que... en tout cas, la tendance que nous, on devine, c'est qu'il y a... À part dans les grosses boîtes, il n'y a pas de département IA dans les entreprises. L'IA, c'est pas... Si tu rentres dans une entreprise et que tu regardes le menu et que tu as envie de manger quelque chose, il n'y a pas un plat qui s'appelle IA. C'est plutôt qui est un peu dans tout. C'est le sel ou c'est la sauce que tu mets un peu partout. Et donc, naturellement, dans les départements learning ou dans les départements safety, il va y avoir, à un moment ou à un autre, c'est déjà le cas, la présence de l'IA pour faciliter certaines choses, pour automatiser certaines choses, pour déléguer du monkey tasking. On appelle ça le monkey tasking, c'est le fait des tâches répétitives, etc. On va pouvoir les déléguer à l'IA. Et ça arrive, c'est déjà là. Et voilà, donc c'est tant mieux, c'est bien, ça va potentiellement, on l'espère, améliorer la formation, la pousser en avant, nous aider, nous, à toujours fournir l'immersion la plus totale. Et donc dans ce cas-là, c'est parfait. Et pour rebondir sur la réalité augmentée, comme on disait, c'est parfait pour la maintenance prédictive et ce genre de choses. Là aussi, on voit énormément d'aspects dans lesquels l'IA va pouvoir réellement être utile. On arrive déjà bien malheureusement au bout de la conversation. On a appris plein de choses. C'est quoi l'actualité alors d'Alteria? Qu'est-ce qu'on peut aller voir pour vous suivre? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Vous pouvez toujours nous suivre, alors pas dans la rue, c'est bien de pas nous suivre dans la rue. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, principalement actifs sur LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube, il y a le site web évidemment. Vous pouvez toujours nous contacter, il y aura nos numéros de téléphone, etc. Prière de ne pas nous spammer. Et vous pouvez aussi nous voir dans un article de la RTBF qui est sorti cette semaine. Donc voilà, on est un petit peu partout. On se verra sans doute à des événements et ce genre de choses. En tout cas, on espère vous voir à maintes reprises. Ouais, plaisir partagé. On mettra tous les liens vers votre site web, etc. Directement en dessous dans la description du podcast. Génial. Et donc, vive la VR et à bientôt les amis. À bientôt, merci à tous. Merci d'avoir écouté le Skillcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous laisser un commentaire.
Et si vous avez envie de prolonger la réflexion ou simplement de nous écrire, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode.